Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'émission Œil sur la politique sur la chaîne de CGB 24 TV Universelle. Nous avons aujourd'hui un invité, Monsieur Christelle Bayon. Et alors bonjour Monsieur Bayon. Bonjour Monsieur Odilon et bonjour à tous les auditeurs de notre chaîne de télé. Nous voulons bien savoir parce que nous avons entendu, on voit aussi sur le net, sur Internet, sur Facebook, que vous avez un mouvement politique et c'est la raison pour laquelle nous vous avons appelé pour essayer un peu de savoir un peu plus. Alors, parlez-nous un peu de votre mouvement politique, s'il vous plaît. Merci déjà pour l'occasion et l'intérêt que vous portez à nous, à notre mouvement. Je vous remercie infiniment de nous donner la parole via votre chaîne de télé numérique. Nous avons un mouvement politique, une structure politique qui se nomme la Dynamique de Jeunes Émergents, en sigle DJE. Oui. C'est une structure politique qui est née à Brazzaville en juillet 2014, qui essentiellement met au centre de ses préoccupations la jeunesse congolaise. Parce que nous avons compris que toutes les politiques qui sont amorcées par le chef de l'État, c'est la jeunesse qui en est le destinataire principal. Donc il fallait appuyer sur le jeune congolais en tant que destinataire de la politique de l'émergence amorcée depuis un certain temps par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. D'où la création de cette structure qui s'appelle la Dynamique de Jeunes Émergents. Voilà en bref ce mouvement. C'est un mouvement qui est implanté à Brazzaville et à Paris, qui regroupe l'ensemble des jeunes Congolais à l'intérieur du pays comme à l'extérieur en diaspora. Des jeunes Congolais qui partagent bien sûr nos aspirations. D'accord, mais vous avez... Et ce mouvement... Oui, allez-y. Excusez-moi de vous interrompre, allez-y. Et donc je disais que c'est un mouvement que je préside. J'ai l'honneur de présider ce mouvement. Et c'est un mouvement qui s'inscrit dans l'obédience politique de la majorité présidentielle. Ça veut dire qui soutient le projet du chemin d'avenir établi par le chef de l'État. Donc certainement, les questions d'actualité vont arriver et nous allons en débattre. D'accord, merci pour cette présentation. Alors la question que nous avons, c'est un peu à propos du discours du président de la République il n'y a pas très longtemps. Le président a présenté un discours sur, le discours de la nation, bien sûr, mais j'aimerais savoir, puisque vous êtes aussi juriste, même si vous ne l'avez pas dit, moi je sais que vous êtes juriste de droit international, et j'aimerais un peu savoir quelle est votre analyse du point de vue par rapport à ce discours. Le président de la République a eu le mérite à travers ce discours d'éclaircir la situation qui prévaut actuellement dans notre beau pays qui est le Congo et a essayé mieux tenter de dissiper avec brio les inquiétudes des Congolais vis-à-vis de la situation actuelle. Nous savons que depuis le 25 octobre, le Congo s'est doté d'une nouvelle constitution et depuis la promulgation de cette constitution en novembre, notamment le 6 novembre, plus rien ne s'est passé entre-temps et donc du coup, les citoyens lambda comme les observateurs politiques, comme tous les commentateurs de l'opposition comme de la majorité, se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il en est devenu les institutions au Congo après l'adoption de cette nouvelle constitution. Et donc le président de la République, à travers ce message devant les parlementaires, a eu le mérite de clarifier la situation générale qui prévaut au Congo. Nous nous en félicitons. La Dynamique de Jeunes Émergents se félicite des explications que nous avons trouvées très brillantes du président de la République, c'est-à-dire le Congo s'est doté d'une nouvelle constitution qui est déjà promulguée et qui, de fait, doit être appliquée, mais sauf que les institutions qui sont aujourd'hui en place au Congo sont issues de l'ancienne constitution. Oui. Donc, du coup, il fallait passer à l'organisation des nouvelles élections présidentielles
permettant à avoir des nouvelles institutions ici, cette fois-ci de la nouvelle constitution, afin que celle-ci trouve son applicabilité effective. Et comment est-ce qu'une nouvelle constitution, vous avez dit que la nouvelle constitution a été promulguée, mais quelque part, je pense au niveau de l'article 244 de la nouvelle constitution, il est écrit ceci, je cite, « Les institutions issues de la constitution du 20 janvier 2002 fonctionnent jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions sans pouvoir dépasser pour les institutions pourvues par voie élective et l'expiration de leur mandat. » Il y a comme une sorte d'ambiguïté là. La nouvelle constitution est promulguée, mais on a comme l'impression que c'est encore l'ancienne constitution qui est encore en vigueur, du point de vue du fonctionnement des institutions. Mais si vous voulez, monsieur Odilon, l'ancienne constitution n'est plus en vigueur à partir du moment où la nouvelle a été promulguée. Oui. Donc il y a une règle de droit relative à la désuétude de l'ancienne constitution qui s'applique. Oui. Sauf que entre la promulgation de la nouvelle constitution et l'abrogation de l'ancienne, il y a ce qu'on appelle une phase transitoire. Oui. Il y a des dispositions transitoires dans l'article 224 que vous venez de citer. Oui, c'est-à-dire 244. 244, pardon, que vous venez de citer. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions transitoires qui permettent à l'éclosion de nouvelles institutions sur la base de la nouvelle constitution. Oui. Et nous sommes dans une situation d'exception aujourd'hui au Congo, dans la mesure où l'ancienne constitution étant abrogée, les institutions issues de celle-ci sont encore en place. Donc du coup, la nouvelle constitution, nous pouvons l'appliquer automatiquement sur un certain nombre de dispositions, par exemple la nomination par le chef d'État de l'État d'un Premier ministre, par exemple, parce que je devrais rappeler que la nouvelle constitution instaure un exécutif bicéphale. Dorénavant, nous aurons un chef de l'État et un gouvernement conduit par un Premier ministre. Oui. Sauf que le président actuel ne peut nommer lui-même le Premier ministre sur la base de cette nouvelle constitution parce que lui-même, en tant que chef d'exécutif, est issu de l'ancienne constitution. Donc il faut remettre les cartes à zéro, c'est-à-dire il faut qu'il remette son mandat. Oui. Son mandat en jeu, qu'il y ait de nouvelles élections, qu'il y ait un nouveau président de la République qui sortira des nouvelles élections et en ce moment qui aura le droit, sinon le pouvoir en fonction de la nouvelle constitution de nommer un Premier ministre. Oui. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, dans la situation actuelle, surtout dans le débat, plutôt dans le discours assez clair du chef de l'État au Parlement. Mais certains opposants vous reprochent un certain nombre de faits. Je vais prendre un exemple. On dit que le président actuel, puisqu'il y a eu promulgation de la nouvelle constitution, il devrait normalement laisser la place au président de l'Assemblée nationale pour diriger le pays afin d'organiser certainement, s'il y a lieu, ces élections qui ont été prévues pour le mois d'avril ou bien le mois de mars. Vous comprenez qu'il n'y a pas de logique, dans cette réclamation de l'opposition. De toute façon, vous savez, l'opposition au Congo aujourd'hui a un discours assez formaté. Le problème de l'opposition congolaise actuelle, c'est le tout contre Sassou ou le tout sauf Sassou. On pense que le problème qu'il faille régler au Congo, c'est celui de l'éviction catégorique, sinon globale du président de la République, mais non. Nous sommes sur au stade du droit. Le président de la République, son mandat est encore en cours. Oui. Son mandat est en cours. Donc nous sommes dotés d'une nouvelle constitution, mais le président de la République qui a été élu sur la base de l'ancienne constitution désormais désuète voit encore son mandat courir jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Oui. Et il n'y a que lui qui est habilité à conduire le pays jusqu'à l'organisation de ces nouvelles élections. Donc les demandes formulées par l'opposition qui sont de nature à donner à tel personnage ou à telle institution la conduite des affaires du pays jusqu'à l'organisation des élections ne révèlent que cette ambiguïté
discours de l'opposition formaté sur le tout contre Sassou ou le tout sauf Sassou. Voilà. Mais est-ce que... Bon, moi, je vous pose cette question en tant que juriste, puisque vous l'êtes aussi. Ouais. La question des serments. Quelle est la valeur des serments aujourd'hui? On sait bien que le président Sassou avait en fait prêté serment pour 2 mandats. En dehors d'abord de la transition, de la transition issue de la guerre civile de 97. Mais pourquoi avoir attendu seulement la fin, c'est-à-dire d'arriver vers la fin de son mandat pour la constitution du 20 janvier 2002 pour pouvoir modifier la constitution? Non, déjà, nous, on n'a pas modifié la constitution, mais on l'a changé. Oui, il a changé, voilà, effectivement. Voilà. Excusez-moi. Et monsieur Odilon, pendant la campagne référendaire, nous avons assez mis en exergue les arguments poussant au changement de la constitution. On en a eu des débats, on en a assez parlé, à la fois sur les réseaux sociaux que dans les médias. Mais comme vous me posez la question, je reviens quand même. La constitution de 2002, si aujourd'hui elle a été changée, c'est simplement parce que c'est une constitution qui a fait 100 ans. Permettez-moi d'être plus terre à terre. Oui. Il a fait 100 ans dans la mesure où nous avons estimé que l'instauration de cette constitution en 2002 était liée au fait qu'il fallait relancer le Congo. Parce que le Congo sortait d'un certain nombre de troubles politiques qui ont mis à mal le pays dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le domaine de la paix, le domaine économique, le domaine du travail, dans tous les domaines. Ça, vous êtes Congolais, vous le savez. Oui. Vous savez que l'économie, les Souba et son gouvernement, ils ont pillé, ils sont partis avec tout. Donc du coup, il fallait qu'il y ait des institutions assez fortes dans une nouvelle loi fondamentale qui devait permettre à remettre le pays dans le bon chemin. Oui. D'où la formulation de cette constitution de 2002 avec un exécutif monocéphale et qui permettait à ce qu'il y ait un président avec des pouvoirs assez concentrés, très forts, lui permettant de prendre des décisions de nature à relancer à la fois l'économie du pays, la stabilité du pays, la paix, la sécurité. Et nous avons estimé justement que cette constitution a rempli sa mission. Dans le sens où le Congo a recouvert la paix, le Congo s'est relancé, il y a eu l'amorcellement du développement du Congo via la politique de la municipalisation accélérée. Si vous êtes rendu au Congo ces derniers temps, parce que je sais que vous êtes au Canada, vous avez bien vu que le Congo n'est pas encore développé, mais son visage urbain et environnemental a bien changé. Oui, c'est ce que et donc, voilà, donc nous avons estimé que le travail dévolu à la Constitution de 2002 a été fait. Cette Constitution a rempli sa mission. Il faut que le Congo en ce moment revienne à ses fondamentaux, les fondamentaux qui ont été établis lors de la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire un régime semi-parlementaire dans lequel il y a un partage de pouvoir entre les institutions et des différents organes du contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Donc nous, en faisant cette nouvelle constitution, nous n'avons que renouer à la tradition institutionnelle constitutionnelle élaborée lors de la conférence nationale souveraine. Donc il n'y a pas... C'est un faux débat. Un faux débat dans le sens où la Constitution, je venais de le dire tout à l'heure, plutôt l'opposition, je venais de le souligner tout à l'heure, est dans une espèce d'acharnement idéologique que moi j'appelle le tout sauf Sassou. Rappelez-vous de la devise qu'ils ont eue pendant toute cette campagne référendaire, ça suffit. Donc c'est le tout contre Sassou justement qui a dénué de toute rationalité le débat ou la vision de l'opposition vis-à-vis du changement de la Constitution. Nous changeons la Constitution de 2002 simplement
pour faire simple, parce que nous avons estimé que cette constitution du 20 janvier 2002 a rempli sa mission qui lui a été dévolue dès sa genèse, et nous devons repartir sur les fondamentaux de notre jeune démocratie qui a été établie lors de la conférence nationale souveraine avec une nouvelle constitution qui nous rappelle à bien des égards la constitution du 15 mars 1992. D'accord. Et effectivement, parlons un peu des opposants, puisque vous avez soulevé un peu ce point. J'aimerais un peu vous poser la question concernant l'arrestation de l'opposant Paulin Makaya et bien d'autres aussi. Alors, est-ce qu'en matière de démocratie, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, il doit aussi avoir la liberté de la presse où les opposants peuvent dire ce qu'ils pensent devant la presse. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on reproche à M. Paulin Makaya, est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a des charges, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des véritables, est-ce que c'est une accusation fondée du point de vue juridique? Monsieur Odilon, vous l'avez bien dit au départ et vous le remarquez certainement, je ne suis pas un juge. Oui. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas procureur. Et personnellement, je ne connais pas les griefs qui sont reprochés à M. Paulin Makaya. Donc du coup, je ne vais pas m'aventurer à répondre à cette question que je laisse à la justice congolaise de répondre. Mais je voulais simplement dire, premièrement, que nous avons une justice au Congo. Oui. Nous avons une justice au Congo, une justice qui travaille bien, qui fonctionne bien, à mon avis. Et je pense que dans notre démocratie, le Congo, on ne saurait arrêter, sinon demander à juger une personne, quelle qu'elle soit, sans qu'il y ait des greffes qui lui sont reprochées. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les greffes qui sont reprochées à M. Makaya. Mais en même temps, je voulais juste vous dire, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la liberté d'expression, ou de la liberté tout court. N'oubliez surtout pas que la liberté au Congo ou partout dans le monde, elle peut être garantie par les lois. Mais la liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas autrui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une limite à la liberté. Si vous êtes doté ou investi d'une liberté quelconque et que vous l'exercez au détriment de la liberté des autres ou du bien d'autrui ou de l'État, il est bien normal que vous soyez convoqué par la justice, dont le rôle justement est de veiller au respect de la liberté de tous. Oui. Donc sur cette question, je ne saurais répondre véritablement dans le sens où je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat et je ne connais pas les tenants et les aboutissants ni le contenu du dossier de M. Paulin Makaya. D'accord. Mais concernant les élections à venir, il y a toujours un point qui divise les Congolais. Et à chaque fois qu'il y a des élections législatives ou présidentielles surtout, il y a des accords. Il y a en fait beaucoup de troubles qui apparaissent au pays. Alors moi, ma question, c'est surtout ce qu'on appelle par la gouvernance électorale. Parce que nous avons remarqué que depuis l'instauration, ou bien depuis la mise en place de la démocratie au niveau du Congo, il y a toujours eu des troubles concernant ce sujet-là. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que pour éviter que ces problèmes-là arrivent, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'organiser de mettre en place une véritable organisation ou un véritable comité d'organisation des élections qui soit transparente et libre? Parce que ce qu'on reproche toujours au Congo depuis des années, c'est de ne pas avoir un comité digne de ce nom. Monsieur Odilon, c'est ce qui vient d'être annoncé par le porte-parole du gouvernement ce soir, à l'issue du Conseil de ministres ce soir. Oui. Nous le souhaitons tous. Personne ne doit se réjouir chaque fois, ne fût-ce que pour l'image de nos démocraties africaines. Nous pouvons nous réjouir chaque fois qu'il y a élection, quelle qu'elle soit dans nos États africains, que ces élections ne se passent jamais d'une bonne manière, d'une façon apaisée, qu'il y ait toujours des réclamations qui conduisent à la fin à des conflits, à des troubles politiques, à des conflits, jusqu'aux guerres. Nous pouvons nous réjouir de cette situation. Justement, je suis parfaitement d'accord avec vous, M. Odilon, mais une chose est sûre, c'est que nous tous, même nous qui souhaitons et demandons la candidature du président Sassou Nguesso, nous voulons à ce que ces élections, cette fois-ci,
soient des élections transparentes, non équivoques. Il faut qu'il y ait cette transparence. Et le porte-parole du gouvernement disait tout à l'heure dans son compte rendu après le Conseil des ministres vient justement de nous dire qu'il y aura une commission électorale indépendante, qui va s'occuper de l'organisation de ces élections. Et nous proposons aussi qu'il y ait dans l'accompagnement ou à côté de cette commission nationale indépendante des observateurs internationaux qui peuvent être mandatés par l'ONU, l'Union européenne, qu'il y ait aussi la présence des partisans de la majorité de l'opposition et de la société civile, de telle façon que tous les maillons de la société soient représentés pour qu'à la fin nous ayons des élections qui soient non discutables, qui soient transparentes et qui ne nous conduiront pas justement à ce genre de crise que nous déplorons chaque fois qu'il y a élection au pays. Et je compte personnellement à la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de toujours maintenir la paix, la sécurité au Congo, pour mettre en œuvre l'existence de cette commission nationale électorale indépendante qui sera accompagnée par des observateurs internationaux, les représentants de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition et de la société civile. Nous le souhaitons vraiment parce que c'est déplorable que chaque fois, il ne s'agit pas que du Congo. Vous l'avez certainement remarqué que même dans les pays voisins, voilà, dans plusieurs pays africains, chaque fois que nous avons des élections, il y a toujours des crises, des conflits, jusqu'à aller dans les guerres. Franchement, il faut que nous arrivions à changer cette image de nos démocraties. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose à propos de ce qu'on a vu tous ces jours-ci à Brazzaville, à Pointe-Noire? Il y a eu des pluies en fait qui ont fait des ravages terribles. Et la population reproche souvent au gouvernement de ne pas construire des routes appropriées aux conditions climatiques du Congo. C'est-à-dire que si nous avions des quartiers bien canalisés, des routes bien canalisées, je crois bien que on ne pourrait pas arriver à ce qui est arrivé à Pointe-Noire, à Brazzaville et dans d'autres localités. Alors donc la population, pour certains, reproche au gouvernement de ne pas avoir accompli sa mission. Est-ce que pour vous, en fait, le chemin de l'avenir ou bien la nouvelle espérance ont été des réussites pour le Congo ou bien tout simplement il y a des choses qu'il faut améliorer? Il y a beaucoup de choses à améliorer, monsieur Odilon, mais c'est une belle blague. C'est une belle blague que d'incriminer un gouvernement, quel qu'il soit. C'est une belle blague d'incriminer un gouvernement, quel qu'il soit, relativement à des circonstances naturelles, climatiques. Je ne sais pas comment qualifier ça. Qu'il y ait pluie, de nature inondée, un quartier ou une ville au Congo, je ne pense pas que cela soit de la responsabilité d'un gouvernement, quel qu'il soit. Moi, j'habite en France, je réside en France. Je sais que récemment, tout le sud de la France a été inondé. Cannes, Nice, nous avons connu des inondations. Il y a des grandes villes qui ont été submergées d'eau tout récemment, il y a peut-être 1, 2, voire 3 mois. Mais nous n'allons pas, par rapport à la France, dire que le gouvernement français n'a pas construit des routes appropriées ou des canalisations appropriées. Je ne pense pas. La France est quand même un pays évolué. Non? Un pays développé, non? Ça, c'est vrai. Mais nous n'allons pas reprocher au gouvernement français de ne l'avoir pas fait. Mais au Congo, c'est pareil. Il s'agit là d'un phénomène climatique. Il s'agit là d'une circonstance naturelle qui, à la grande désolation de nos mamans, de nos papas, de nos frères, de la population congolaise, certes, je compatis, mais je ne pense pas que ça relève de la responsabilité d'un gouvernement d'arrêter la pluie, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Et par rapport à la construction,
vous parlez tout à l'heure, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous ne pouvons pas escamoter cette réalité. Il y a beaucoup de choses à faire. Le chantier est encore assez grand. Nous n'en disconvions pas. Mais une chose est sûre, M. Odilon, je vais rassurer tous les Congolais qui nous écoutent à travers cette émission, oui, que le travail du développement du Congo dans tous les domaines, donc de la construction des routes, des voiries publiques, de la canalisation au Congo a été amorcé depuis un certain moment par le chef de l'État dans la mise en pratique de son projet appelé Chemin d'avenir. Nous n'allons pas tout faire, c'est sûr, en un instant ou en un clic. Mais c'est sûr que le chantier est balèze et que nous devons y aller jusqu'au bout. Il faut qu'on aille au bout de notre chantier parce que l'idéal, le résultat escompté dans ce projet est justement d'arriver pour tout le Congo, dans toute l'étendue du territoire, de sortir de ce genre de crise qui peuvent être dues à ces phénomènes naturels. C'est ainsi que nous, la dynamique de jeunes émergents, notre structure à nous, la jeunesse congolaise contemporaine, nous, les jeunes qui aujourd'hui avons eu conscience de l'utilité ou de l'importance de ce projet de société que porte le président de la République, nous avons décidé de le soutenir pour mener à bout son projet qui conduira le Congo à l'émergence d'ici 2025. L'émergence suppose justement l'éradication, pas de façon totale, parce que je viens de le dire tout à l'heure, il s'agit là des phénomènes naturels et climatiques, oui, mais au moins dans ce projet-là, nous parvenons à éviter, si vous voulez, les dégâts. Alors, j'ai une question très importante, la question sur, en fait, la question de la démocratie. Parce que lorsque nous qui vivons ici, par exemple au Canada, lorsqu'il y a eu des élections, il est un peu rare de voir que la population puisse élire un candidat. Bon, par exemple, pour le cas du Canada ici, on élit un premier ministre parce que nous sommes dans un système fédéral. Mais pour le cas du Congo, dans le contexte d'un État unitaire, pour élire un président de la République, les gens élisent souvent les chefs en fonction des affinités ethniques. Et nous, ce que nous avions vu ici au Canada, parce que j'ai voté aussi pour l'élection du Premier ministre ici, on n'élit pas des candidats selon les affinités ethniques, mais selon les projets des sociétés qui ont été présentés par le candidat qu'il a bien su le faire avec brio. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, avec votre mouvement politique, pour convaincre un peu les Congolais d'enlever un peu cet esprit du tribalisme électoral dans leurs esprits et de voter ou d'élire des gens selon les compétences, selon les expériences de chaque candidat et sur ce qu'il a déjà fait sur le terrain en matière d'aide auprès de la population ou bien de la diminution du chômage au Congo. La deuxième question, c'est concernant le chômage. Est-ce que vous avez aujourd'hui, du point de vue, puisque vous faites partie de la majorité présidentielle, un mouvement qui soutient le président Sassou, est-ce que vous avez un chiffre exact du nombre de chômeurs au pays actuellement? Bon, déjà, ta double question, elle est pertinente. Je reprends la première déjà. Oui. La question du tribalisme tout court. Hein. Oui. On va même pas parler du tribalisme électoral. Il faut le tribalisme tout court. Oui. Justement, je pense, à mon humble avis, qu'il s'agit là d'un problème de culture malheureuse. De culture malheureuse que nous avions, nous, en Afrique et au Congo particulièrement, de tout penser, de tout mettre sur la base de tribus. C'est vraiment dommage. Il faut qu'on en sorte. Et Dieu merci, le candidat que je soutiens, le candidat Denis Sassou Nguesso, dans la dynamique des jeunes émergents, appelle de toutes ses forces à la candidature, de soutenance en candidature. C'est un candidat qui, du point de vue électoral, n'est pas toujours voté que par sa tribu. Vous savez que si c'est ça la tribu du président Sassou Nguesso, qui n'est pas majoritaire au Congo, donc vous savez bien que si le président Sassou Nguesso, Dieu merci notre candidat, s'il n'était voté que par sa tribu, il ne serait pas aujourd'hui président de la République, vous le savez. Démographiquement parlant, sa tribu n'est pas majoritaire.
Et le président Denis Sassou Nguesso a l'avantage d'être voté à peu près par toutes les tribus, enfin je vais dire, dans le sud comme au nord, il y obtient des voix. Moi qui vous parle, je ne suis pas du nord par exemple. Oui. Je suis un exemple patent, je suis un Bayonne. Vous le savez, vous l'avez dit à votre présentation, et je ne pense pas que mon patronyme a une consonance nordique. Oui. Mais pourtant, je soutiens le président Sassou Nguesso, et des soutiens comme moi, ne venant pas ou ne descendant pas de la tribu du président de la République, il y en a des milliers. Oui. Il y en a des milliers à travers tout l'étendue du territoire congolais. Donc nous, on n'a pas un vote du tribu, et le tribalisme, c'est quelque chose qui doit être banni. Ça, je suis parfaitement d'accord. Il faut que nous arrivions à comprendre que lorsqu'il s'agit de voter pour tel ou tel candidat à une élection présidentielle ou législative, il faut qu'on vote en fonction de sa sensibilité politique et surtout en fonction du projet de société que tel ou tel candidat défend ou présente à nous. Oui. Il faut qu'on en arrive à le faire. Vous le dites tout à l'heure pour le Canada, mais en France c'est pareil. Je pense que partout dans le monde c'est pareil. Mais c'est encore un grand travail pour le Congo, parce qu'il n'y a pas que le Congo, hein, c'est à peu près toute l'Afrique. Nous avons malheureusement fait du tribalisme, du régionalisme, nos chevaux de bataille, nos baromètres de philosophie politique. C'est ce qui est déplorable, et j'espère que nous sortirons de là, et ça fait partie, pour finir à la réponse à cette première question, des combats, des motivations que nous, la dynamique de jeunes émergents, avons inscrit dans notre projet à nous. Nous sommes une structure politique de la jeunesse congolaise, sans distinction de tribus, sans distinction de régions. Nous, dans la dynamique de jeunes émergents, nous avons tout le monde. Aujourd'hui, je préside la dynamique de jeunes émergents, mais moi je suis du Sud. Mais nous avons un vice-président qui est du Nord, nous avons un secrétaire général qui est du Nord, nous avons un trésorier, une trésorière qui est du Sud, nous avons des commissaires qui sont du Sud. Donc il n'y a pas de régionalisation, il n'y a pas de tribalisme dans la dynamique de jeunes émergents. Et nous allons nous battre à ce que, à travers la sensibilisation, des campagnes de sensibilisation, à faire comprendre à la jeunesse congolaise qui est destinataire de la politique que nous menons, de parvenir à oublier ces politiques liées au tribalisme et au régionalisme. Et sur la deuxième question, vous m'avez dit le taux du chômage. Oh oui. Le chômage au Congo est le taux du chômage au Congo est assez élevé. Les derniers chiffres qui découlent du rapport du FMI et de la Banque mondiale il y a 2 ans faisaient état de 59%, je pense, des chômeurs au Congo. Oui. Et j'espère qu'aujourd'hui, en 2015, donc en 2016, j'espère que nous sommes parvenus avec la politique qui a été amorcée par le chef de l'État, à réduire ce chiffre. Monsieur Dylan, je vais être franc. Oui. Je vais être franc avec vous. Je suis bien conscient, oui. Moi, à titre personnel, comme tous mes camarades de la dynamique de jeunes émergents, nous sommes bien conscients que le problème du chômage est un grand problème au Congo. Oui. Nous sommes bien conscients que la jeunesse congolaise, nous parlons de la jeunesse, nous appelons dynamique de jeunes émergents. Nous savons que la jeunesse congolaise est une jeunesse très bien formée, une jeunesse en majorité formée, qualifiée, mais au bout, il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas du boulot. Nous savons, moi qui ai étudié au pays, moi qui ai né et grandi au pays, j'ai vu des grands frères, bien avant nous, qui ont fini des cursus universitaires, mais qui se sont retrouvés à vendre du pain au coin de la rue, oui. qui se sont retrouvés à vendre de la friperie au marché de Tietie à Pointe-Noire, je me rappelle à l'époque. Oui. Et cette situation, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes bien conscients qu'elle n'a pas beaucoup évolué. Effectivement. Mais
Mais est-ce qu'on peut pas parler d'un échec? Est-ce qu'on peut pas parler d'un échec à ce niveau-là, puisque depuis, certaines personnes, certains Congolais reprochent au président de la République d'être au pouvoir depuis longtemps, et que vous qui le soutenez aujourd'hui pour pouvoir encore se présenter pour, je ne sais pas, la énième fois, est-ce qu'il n'y aurait pas au sein de la mouvance présidentielle d'autres candidats? Parce qu'en matière d'alternance politique, il faut qu'il y ait d'alternance, tel que le dit le mot. Il peut y avoir des gens au sein de votre mouvement politique, au sein de cette mouvance présidentielle, des gens qui sont aussi capables de se présenter à une élection présidentielle. Mais pourquoi soutenir encore le président de la République? Est-ce qu'il va se présenter, ou bien c'est des gens comme vous et d'autres qui le poussent à se maintenir au pouvoir? Non, déjà, vous m'avez interrompu un peu tout à l'heure. Excusez-moi. Le chômage, quel que soit l'effort, je dis bien quel que soit l'effort qu'on peut faire dans un pays, on ne peut pas réussir. Hein? On ne peut vraiment pas réussir à éradiquer le chômage en tant que tel. Oui. Moi, j'habite en France, je réside en France. Je vous dis que la France, qui est un pays développé, oui. Une puissance économique mondiale, à 10% aujourd'hui. 10% du taux de chômage en France aujourd'hui. Oui. Donc 10% qui est l'équivalent de près de 6 millions, je dis bien 6 millions de demandeurs d'emploi ou des personnes qui ne travaillent même pas de façon intermittente en France actuellement. Pourtant, la France a bien atteint le plein emploi dans sa politique. Oui. Pourtant, la France est bel et bien pour une puissance économique. Mais en citant l'exemple de la France, je ne suis pas en train de me réjouir de la situation du Congo. Je le disais en amont que nous sommes bien conscients que cette question du chômage au Congo est une question très importante qui doit être inscrite dans les priorités de la nouvelle politique dans cette nouvelle République. Nous n'allons pas parvenir certainement à éradiquer le chômage, mais il faut que nous arrivons à donner du travail, à créer des emplois, à permettre les Congolais à trouver du travail dans cette nouvelle République. C'est ainsi que nous soutenons le président de la République, parce que c'est le seul candidat, pour répondre à ta question, c'est le seul candidat pour nous qui a une politique pouvant conduire justement à la création de ces emplois, avec le deuxième volet de la municipalisation accélérée qui va s'appeler municipalisation industrielle. C'est-à-dire que nous avons fait la municipalisation accélérée régionale, mais elle était infrastructurelle. C'est-à-dire que nous avons, à travers cette politique, permis à un certain nombre de régions de se doter des infrastructures. Oui. Maintenant, il y a un deuxième volet dans cette politique qui va être celui de l'installation dans différentes régions du Congo de l'industrie en fonction des matières premières dont dispose chacune des régions. Et il n'y a que cette industrialisation du Congo qui peut être de nature à créer de l'emploi et ipso facto à créer une ambiance harmonieuse, à créer une garantie sociale, une sécurité sociale dans les différentes régions où cette industrialisation va s'implanter. Et il n'y a que notre candidat, le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, pour nous, la dynamique de jeunes émergents, qui présente un projet de société allant dans ce sens. Nous avons déjà vu les preuves durant ces mandats précédents, avec le premier volet de la politique de la municipalisation qui est la municipalisation infrastructurelle. Aujourd'hui, les différentes régions du Congo, notamment les capitales de ces régions, se sont vues dotées des infrastructures, à la fois bâtiments administratifs, routes ou autoroutes, marchés, hôpitaux, écoles et consorts. Donc déjà, nous avons vu que le président aujourd'hui est animé par cette volonté de tirer le Congo de son gouffre, de le faire sortir et de le faire rayonner à travers le monde via sa politique du chemin de l'avenir qui conduit le Congo à l'émergence d'ici 2025. Le cap, nous l'avons fixé à 2025. Donc nous avons décidé de revenir vers lui parce que c'est le seul aujourd'hui qui nous présente un projet qui nous convainc. Mais cela n'empêche, vous êtes en train de dire tout à l'heure qu'il y a
élections qui seront de nature à faire sortir le Congo de sa situation actuelle, et le peuple sera convaincu et certainement votera pour eux. Donc le président Denis Sassou Nguesso, une fois de plus, a ouvert la voie royale à l'élection présidentielle en mars 2016, que tout Congolais qui est compétent, qui a une alternative pour le pays, qui a un projet de société qui est mieux que celui que nous avons commencé à mettre en place pendant la législature sortante, que ce Congolais le présente, on va aux élections et ça se trouve, le peuple votera pour lui. C'est bien clair. C'est bien. Merci, Monsieur Christelle Bayon. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Et donc, nous vous donnons certainement l'opportunité de dire quelque chose, un mot de la fin, comme disent souvent la plupart d'autres journalistes aussi. Qu'est-ce que vous allez dire à la population congolaise? Qu'est-ce que vous allez dire à la diaspora congolaise qui vous écoute un peu partout dans le monde? Je vais commencer déjà à dire à toute la jeunesse congolaise, il est temps, nous sommes restés pendant longtemps dans l'oisiveté. Nous, la jeunesse congolaise, nous sommes restés en marge de la politique, en marge des organes de prise de décision. Il est dorénavant temps que nous nous mettons au travail. Il faut qu'on se mette au travail. Donc la dynamique des jeunes émergents est une structure que nous avons mis en place pour permettre à ce que notre voix à nous, la voix de la jeunesse congolaise, se fasse entendre non seulement sur l'échiquier politique congolais, mais aussi dans les organes de prise de décision politiques, gouvernementaux et du Congo en général. Parce que nous avons compris une chose, que toutes les politiques qui sont menées au Congo, dans le sens de l'émergence du Congo, dans le sens du développement du Congo, ce sont des politiques qui nous sont destinées. C'est nous qui sommes l'élite de demain. C'est nous qui sommes les bénéficiaires de cette politique. Et on ne peut nous effrayer un chemin, on ne peut nous donner la possibilité d'avoir cette émergence, ce développement, sans qu'en amont, nous-mêmes, nous y participons. Donc, nous demandons à toute la jeunesse congolaise, à l'intérieur du pays et dans toute l'étendue du territoire, comme en diaspora, je parle de la diaspora partout où les Congolais se trouvent, de se mobiliser autour de la dynamique de jeunes émergents, parce que c'est la structure aujourd'hui qui est capable de porter haut la voix de la jeunesse congolaise. Ça, c'est mon premier message. Nous sommes là, nous sommes situés à la rue Bomatete, à la Poudrière à Brazzaville, où nous avons provisoirement notre siège social. Oui. Et à Paris, nous avons notre siège social à Amiens, en Picardie. Et donc, vous pouvez nous retrouver via les réseaux sociaux et adhérer massivement à ce mouvement. Le mouvement qui, dorénavant, fait la place belle à la jeunesse congolaise. Le jeune Congolais ne peut plus rester en marge des décisions qui lui sont favorables. Le jeune Congolais ne peut plus rester en marge de la politique. Le jeune Congolais ne peut plus rester en marge de la prise des décisions du pays. Nous devons, dès maintenant, commencer à être dans toutes ces institutions, dans tous ces organes, de telle façon que demain, quand nous allons arriver là-bas, que nous ayons déjà de l'expérience, que nous soyons déjà formés et que les outils qui vont nous être légués par la génération qui est en train de travailler pour nous, que nous ayons déjà les possibilités, les moyens de les utiliser, ces outils-là, demain. Et pour conclure, nous, la dynamique de jeunes émergents, avons pensé et même cru que le seul candidat, je le répète, le seul candidat qui est en mesure de ramener le Congo au firmament de son développement, qui peut amener le Congo au rayonnement sur le concert des grandes nations, des grandes puissances, c'est son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Il est vrai que depuis 32 ans qu'il est au pouvoir,
allant seulement. Allant seulement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Christelle Bayam, d'avoir répondu à notre invitation. À la prochaine occasion. Merci bien et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Merci. Merci.